tous. Je ne veux pas parler aussi longtemps parce que je pense qu'on a envie d'échanger et de discuter, donc je vais essayer d'être un peu synthétique. Alors, ça n'a pas directement à voir avec mon propos, mais je vous raconte quand même qu'hier, pour mon travail, je discutais avec un expert suisse qui voyage beaucoup dans différents pays, et il me dit qu'il sent en France une colère qu'il ne sent nulle part ailleurs. Il dit, je voyage, je change beaucoup de pays, il y a une ambiance en France, il dit, je sens une colère. Et il me dit, mais pourquoi vous êtes en colère comme ça? Vous imaginez ce que je lui ai répondu. Un expert que j'ai rencontré hier pour mon travail, qui voyage beaucoup. C'est pas son nom? Si, mais je ne vais pas le donner. Parce que ça n'a rien à voir. Le Suisse, c'est ton fameux banquier, c'est ça? Voilà, celui avec le compte numéroté. Donc, et entre autres, je pense que l'une des raisons de notre colère, ça vient du 29 mai, de la répression des Gilets jaunes, etc. Mais bon, on en reparlera, c'est pas directement lié au sujet. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi, mais on peut très bien, si on s'organise un peu, si on fait le tri, s'informer assez intelligemment. Moi, je sais que je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis des gens avec qui je suis d'accord, et puis j'ai aussi quelques personnes avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, mais qui sont assez représentatifs de ce que pense justement l'ennemi, ou de ce que pensent les gens dont je ne partage pas le point de vue, et que c'est intéressant de les suivre. Et donc, sur la question européenne, j'en ai retenu deux. Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France, et Jean Quatremer, le journaliste de Libé. Et tous les deux ont commenté la pétition qui demande un référendum sur les prochains traités européens, d'une manière évidemment extrêmement négative. Alors ce qui est intéressant, c'est que Gérard Haraud était sur le thème « Franchement, ces gens ne comprennent rien à la construction européenne, ils parlent sans savoir ». Et très concrètement, Gérard Haraud disait « Dans l'Union européenne, c'est les États qui décident et les États font ce qu'ils veulent. Et l'Europe, c'est un exercice partagé de la souveraineté des États. » Et Jean Quatremer, lui, donc journaliste à Libération, très fédéraliste pour sa part, disait mais c'est n'importe quoi de dire que le gouvernement est en train de mijoter un fédéralisme, un saut fédéral, on n'est pas du tout dans le fédéralisme, c'est absolument n'importe quoi. Alors c'est intéressant parce que y a du vrai dans ce qu'ils disent, mais c'est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que quand Gérard Haraud, l'ambassadeur, dit que dans l'Union européenne, les États sont souverains et l'Union européenne organise un exercice commun de la souveraineté, c'est vrai en théorie, mais c'est complètement faux en pratique. On aurait pu éventuellement dire ça du temps du général de Gaulle, mais en 2024, c'est complètement faux. Parce que l'exercice de la souveraineté des États, qui est encore possible, les Anglais sont partis. Donc ça montre bien qu'effectivement, en dernier ressort, l'État est souverain. Mais concrètement, il y a tellement de contraintes, et on voit pour nos amis britanniques que le coût politique d'exercice de la souveraineté est tel que ça devient, dans certains cas, quasiment impossible. C'est pour ça qu'il faut mener une lutte politique qui est possible, hein, je ne vais pas vous faire un truc déprimant, elle est tout à fait possible, mais il faut exactement savoir de quoi on parle. Alors concernant Jean Quatremer, lui il dit c'est n'importe quoi de prétendre qu'il y a un saut fédéral. Il a raison et il a tort. Il a raison parce que si vous regardez les théories du fédéralisme dans les universités ou dans la science politique, effectivement c'est pas ça qui se prépare. Parce que le fédéralisme américain, par exemple, c'est un fédéralisme démocratique. C'est pas ma conception de la démocratie, mais il y a des élections d'ailleurs en novembre prochain. Voilà. Le fédéralisme allemand, c'est un fédéralisme démocratique. Le fédéralisme suisse aussi. Là, le fédéralisme, et là où il a tort, c'est que le fédéralisme qu'on est en train de nous picouser, c'est un fédéralisme Frankenstein, c'est-à-dire qui est complètement éloigné de toute préoccupation démocratique, et ça ferait même horreur aux Américains, puisque c'est le fédéralisme des technocrates, des financiers et des avocats. Donc c'est important de préciser ça parce que quand on voit les échanges, on ne sait plus de tout de quoi on parle.
Donc on a raison, et moi je suis très heureuse vraiment de cette journée, parce que c'est un lieu où on partage un moment où on peut justement se clarifier les idées nous-mêmes, et notamment les mots avec lesquels on s'exprime. Alors moi je n'emploie jamais le mot souverainisme, pour poursuivre la discussion, mais on va en parler toute la journée, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, que j'ai la science infuse, hein, parce que c'est un mot qui a été inventé par des gens qui n'aiment pas la souveraineté. Donc par principe, je n'utilise jamais le vocabulaire utilisé par l'ennemi pour me désigner. Et souverainisme, c'est entendu comme péjoratif, pour décrédibiliser à la fois la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Le problème, c'est que, et je compte sur vous, j'ai encore pas trouvé de formule synthétique pour dire je suis pour la souveraineté nationale et populaire, c'est beaucoup plus long que souverainisme. Mais souverainisme, sauf erreur, hein, à l'origine, ça vient du Québec. Les souverainistes, c'est ceux qui réclament la souveraineté du Québec dans le Canada. Alors, dans cette histoire de souveraineté nationale et l'Europe, et c'est assez typique, hein, on peut déjà noter que le mot souveraineté n'est pas utilisé dans les traités. Il n'y a pas le mot souveraineté. On parle de compétences, on parle de pouvoir, on parle d'institutions. Mais la question de la souveraineté, on fait comme si elle était résolue. Elle est résolue un peu mystérieusement, et elle est résolue par la fiction à laquelle croit encore l'ambassadeur Haro, qui est que les États souverains décident d'organiser l'Union européenne comme ils l'entendent, et autant qu'ils le souhaitent. On commence à parler, donc sous-entendu, la souveraineté appartient encore aux États. On commence à parler, notamment grâce à notre super président, de souveraineté européenne, qui, alors il ne le dit pas comme ça, mais on a bien compris, hein, se substituerait à la souveraineté nationale. Emmanuel Macron ne le dit pas aussi franchement, mais comme le reste de la classe dirigeante, il considère que la souveraineté nationale, c'est quelque chose d'obsolète. C'est un vieux truc, c'est complètement archaïque, et que donc, un peu comme dans l'anecdote racontée par André tout à l'heure, ça ne fait pas européen d'être souverain, sauf si on imagine la souveraineté nationale, c'est forcément quelque chose de ringard, et si on veut faire européen, il faut inventer autre chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition de la souveraineté européenne. Là, elle n'est pas non plus dans les traités européens. Il y a une occurrence dans le document de mars 2022 qu'ils ont pompeusement appelé la boussole stratégique européenne, qui est en fait un copier-coller des projets de l'OTAN, hein, grosso modo. Mais il y a juste l'expression souveraineté européenne à propos du numérique. Mais sinon, la plupart de nos partenaires européens préfèrent le terme d'autonomie. Ils n'aiment pas le mot souveraineté, ça leur fait peur. C'est un truc très français de parler de souveraineté, mais les Européens préfèrent autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que tout le processus de construction européenne, c'est un processus de destruction des souverainetés, qui n'a jamais été exprimé comme ça, parce que ça n'aurait pas été accepté si on l'avait dit comme ça. D'ailleurs, la première fois que les fédéralistes exprimaient leur projet d'État fédéral, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été mis en minorité. C'était au Congrès de La Haye, personne n'en voulait, ça faisait peur. Donc les fondateurs de la construction européenne ont dit on va le faire sans le dire. Et donc ils ont lancé ce processus de construction européenne où, comme je vous l'ai dit, on n'emploie pas le mot de souveraineté, on n'en parle pas, mais on organise la destruction programmée de la souveraineté. Alors ça passe par plein d'outils, ça passe par la création d'institutions qui sont hors d'atteinte des citoyens, comme la Commission européenne, ou même le Conseil des ministres. On n'élit pas le Conseil des ministres. Alors on élit le Parlement européen, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Donc on organise en fait la destruction de la société par les institutions, et évidemment,
la Cour de justice de l'Union européenne joue un rôle déterminant là-dedans, parce qu'à chaque fois qu'il y a un doute, elle va interpréter dans le sens du fédéralisme et contre la souveraineté. Dès qu'il y a le moindre espace et qu'elle a le choix, elle va choisir l'interprétation la plus destructrice de la souveraineté nationale, systématiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est très bien analysé par un juriste allemand qui s'appelle Dieter Grimm, qui a été juge à au tribunal constitutionnel allemand, c'est qu'à chaque fois, elle avait le choix. Et elle a pris l'interprétation qui va favoriser le marché commun, qui va réduire les services publics, qui va réduire la régulation nationale au profit des institutions européennes. Et elle a notamment imaginé, inventé ce fameux principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux. Pour vraiment verrouiller, c'est-à-dire au cas où un Parlement national voudrait exercer son pouvoir et adopter une loi, conformément à ce que souhaite le peuple, eh bien cette loi pourrait être écartée si elle est contraire aux traités européens et aux directives européennes. Et la difficulté, on parlait tout à l'heure d'Arnaud Montebourg avec certains d'entre vous, Arnaud Montebourg l'a bien décrite, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne est soutenue par les juges nationaux, les juges français par exemple. Ils valident ces interprétations. Ils soutiennent les interprétations fédéralistes contre les interprétations qui seraient favorables à la souveraineté nationale. Donc c'est mis en place, c'est ça que ne veut pas voir l'ambassadeur Haro, tout un système qui, un peu comme la grenouille, hein, qu'on plonge dans une bassine d'eau froide, on fait chauffer l'eau et qui se laisse cuire sans s'en rendre compte, cuit la souveraineté sans qu'on s'en rende compte. Alors, cet appareillage, il a été construit, il peut donc être détruit. Donc c'est en ce sens qu'il y a de l'espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, c'est quelque chose qui a été construit, et donc, une fois qu'on l'a bien identifié, on peut le déconstruire petit à petit. Et dans cette déconstruction, comme on a déjà eu l'occasion de le dire ensemble dans une précédente réunion, on n'est pas tenu à des alternatives extrêmes. L'alternative, c'est pas on va fédéraliser l'Europe ou alors on va se replier frileusement derrière les frontières nationales, réériger des murs d'enceinte et se couper du monde. C'est pas ça du tout l'alternative. L'alternative, c'est comment on construit en tant que communauté politique française nos relations avec les États voisins et quelle forme d'Europe on souhaite. Et puis si on ne veut pas d'Europe, après tout, c'est encore une option. Mais en tout cas, il y a toute une palette de possibilités. Parce que là, on voudrait nous faire croire que tous ceux qui seraient contre l'Europe proposée par Emmanuel Macron et ses acolytes, comme Glucksmann et tout ça, seraient des ultra-nationalistes fascistes qui veulent qui sont des suprémacistes, en fait, qui voudraient quasiment faire la guerre au reste de l'Europe. C'est pas du tout ça. Donc on est tout à fait libre de déconstruire ce machin. C'est pour ça que la première étape, c'est d'obtenir le débat. Parce que là, on veut nous empêcher d'en discuter. On veut nous empêcher d'en discuter par des alternatives insupportables et par des peurs. Macron a encore sorti la peur. Son discours il y a 2 jours à la Sorbonne, c'était quasi, si on ne vote pas pour cette Europe, c'est quasiment le chaos. Cette Europe est fragile, elle peut être détruite, sous-entendu, on va retourner, je sais pas. Voilà. Nous, on avait tous envie, on écoute ça, je suis comme Michel, on a envie de l'achever, quoi. C'est la phrase de Jacques Prévert, hein. Quand quelqu'un vous dit « je me tue à vous le dire », c'est de mourir. Donc, voilà. Donc, on veut nous faire peur, on veut nous empêcher de discuter, et quand on émet des idées critiques, on nous traite de réac, de fachos, comme pour les Gilets jaunes, le rappelait tout à l'heure Michel et Jean-Michel. Donc il faut imposer ce débat,
Et deuxièmement, imposer, évidemment, qu'on respecte notre parole. Ce qui s'est passé le 29 mai 2005, après le 29 mai 2005, est absolument insupportable. C'est-à-dire le vote d'un peuple souverain est bafoué par ses représentants. C'est-à-dire une violation flagrante des droits fondamentaux. Et alors, là c'est pareil, hein, l'ennemi a des arguments tout frais, tout prêts et tout pervers. On me dit, oui, mais le traité de Lisbonne, c'est pas tout à fait le traité constitutionnel européen. Puisque, nous disent-ils, on a enlevé, le rappelait André Bellon tout à l'heure, le mot constitution, et puis on a enlevé la partie 3 du traité constitutionnel, qui était celle où il y avait le marché commun, etc. Alors, d'abord, ça ne change rien. Ça ne change rien au problème qu'on a refusé un traité, il est remplacé par un autre, il n'y a que nous, en tant que peuple, qui pouvons dire si ce nouveau traité nous convient. Même si les améliorations qui nous décrivent sont formidables, il n'y a que nous, peuple, qui sommes en situation de dire si on est d'accord ou pas avec cette nouvelle version. C'est pas eux. Ils nous ont demandé notre avis dans la première version, ils doivent nous demander notre avis sur les modifications qu'ils ont faites. Et ils ne l'ont pas demandé parce qu'ils sont évidemment, ils savent très bien ce qu'ils ont fait, ils nous ont menti, parce qu'enlever la partie 3, ça ne change rien puisqu'elle existe déjà. Enfin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais la partie 3, c'est les traités de Rome qui existent depuis les années 50. Donc l'enlever, c'était en fait simplement maintenir l'existant. Donc voilà. Alors, il ne faut pas que je sois... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous disais, on peut déconstruire. Là, il y a au moins deux grandes branches. Il y a la branche que Jean Quatremer voudrait, et d'autres, c'est celle du fédéralisme. Le fédéralisme pur et dur, c'est-à-dire on dit, bon, bah, on va jusqu'au bout, on fait comme les Américains. Voilà, on se fait une constitution à l'américaine, ou comme les Allemands, on fait un processus fédéral jusqu'au bout. Alors effectivement, un processus fédéral à l'américaine ou à l'allemande, c'est démocratique, effectivement. Il y a des élections, d'ailleurs les citoyens américains sont contents, les Allemands sont contents. Bon, la question, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, hein, mais j'admets très bien qu'on puisse soutenir cette idée. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? C'est du Victor Hugo, ça. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Parce que on n'est pas l'Union européenne, c'est pas les États-Unis. L'Union européenne, c'est pas l'Allemagne. Il y a 27 pays, il y a au moins 27 peuples. Dans certains pays, il y a plusieurs peuples. Il y a autant de cultures. On n'a pas du tout l'espace public commun d'une cohérence suffisante pour qu'une fédéralisation poussée au bout, à l'américaine, à l'allemande ou à la suisse, ait un sens. Ça n'a absolument aucun sens dans une Union européenne aussi diverse de vouloir plaquer des institutions nationales sur le modèle d'un État construit comme les États-Unis ou comme l'Allemagne. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça ne pourrait être qu'un coup d'État juridique que certains soutiennent. Hein. Je ne sais pas si on peut citer des candidats, mais il y a plusieurs candidats qui disent publiquement qui sont pour le fédéralisme européen, en évacuant complètement la question de l'existence, ou plutôt en l'occurrence de l'inexistence, d'une communauté politique européenne démocratique, de gens qui partagent un destin et qui ont envie de vivre ensemble et de construire leur avenir ensemble. On n'en est pas du tout là. C'est-à-dire, quand les États-Unis construisent leur constitution en 1776, si vous vous souvenez, ils partagent la même langue, la même religion. Ils sortent d'une guerre de décolonisation contre les Anglais, donc ça les a vraiment unis. En plus, ils font l'unité en massacrant les Indiens, ça fait toujours un crime fondateur, ça soude toujours les communautés. Donc il y a une cohérence qui s'impose et dont la Constitution est l'aboutissement. Là, ce que veulent les fédéralistes à la Macron, à la Quatremer ou à la Glucksmann, c'est nous imposer une Constitution avant qu'on ait éventuellement procédé à cette construction politique qui ferait qu'on serait une communauté politique européenne cohérente qui se dote de lois en fait et d'un cadre. On n'en est, à mon avis, pas là du tout. Mais j'admets très bien que sincèrement, on puisse le penser. Mais c'est pas du j'y crois pas du tout. Alors l'autre branche, qui est évidemment à ma faveur,
c'est de repartir des États nationaux, de leur redemander leur consentement, et en tout cas je le réclame pour mon pays, la France, les autres ils font ce qu'ils veulent, hein, mais je réclame au moins pour mon pays, la France, qu'on ait un grand débat, comme on a eu en 2005, sur le traité constitutionnel européen. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi j'ai de très bons souvenirs de 2005, on discutait pendant des heures, jusqu'à point d'heure, et au bout du compte, ben, on vote. Après des mois de discussion, libre et éclairé, disait le regretté Condorcet, on vote. Est-ce qu'on reste dans cette Europe-là? Si on reste, à quelles conditions on reste? Parce qu'on peut mettre des conditions, pas tout, hein. Et puis si ça ne nous plaît pas, on part, pourquoi, comment? Et on peut avoir un deuxième temps, comment on réorganise l'Europe, contrairement à ce que prétendent les Macron et autres. Il y a des kilomètres de rayonnage de contre-projets européens, d'Europe des nations, d'Europe régionale, on ne manque pas d'idées. Et vous le savez, l'Europe des nations, elle existe déjà et elle fonctionne déjà. Airbus, Ariane Espace, c'est l'Europe des nations qui les ont fait. C'est-à-dire c'est des États souverains qui ont mis des moyens et qui se sont mis à coopérer souverainement, sans fédéralisme aucun, et qui ont construit des projets communs. Donc ça fonctionne déjà, je ne vois pas pourquoi on nous explique que le fédéralisme serait plus efficace. Voilà encore un mythe à détruire. Le fédéralisme n'est pas plus efficace, c'est l'argument qui est utilisé pour passer au vote à la majorité qualifiée. Ça serait plus efficace, non, c'est pas vrai. Il y a à l'unanimité, on a la même possibilité d'aboutir à des décisions fortes si on construit bien la discussion et si les enjeux sont tout à fait clairs. Et la discussion qu'on devrait donc avoir concernant l'Europe, c'est pourquoi on veut l'Europe, si on la veut, pourquoi? Quand on a commencé dans les années 50, c'était clair, on faisait l'Europe parce qu'on voulait réconcilier la France et l'Allemagne, il fallait organiser la répartition du plan Marshall, il y avait ça aussi très prosaïquement, hein. Il fallait que les Européens soient en ordre de bataille pour gérer l'argent du plan Marshall et acheter des produits américains. Pour dynamiser l'économie américaine. Voilà, au service d'ailleurs de l'économie américaine. Hein. Donc on avait des raisons très, très pratico-pratiques de faire l'Europe. Mais alors depuis, là c'est pareil, c'est des choses que Gérard Araud ne veut pas entendre, on a empilé les compétences, une après l'autre, et maintenant on a une Union européenne qui est capable de s'occuper de tout, y compris maintenant de la GPA. C'est-à-dire on est parti du charbon et de l'acier, alors maintenant ils sont quasiment entrés dans nos chambres à coucher. Alors c'est encore que des résolutions, hein, c'est pas forcément obligatoire, mais enfin ça commence toujours comme ça. Et puis après il y a le juge du coin, là, il y a le juge de Montreuil, qui va dire, ah oui, la résolution sur la GPA, elle n'est peut-être pas obligatoire, mais c'est une bonne source d'interprétation. Donc je vais appuyer ma décision sur ce machin non obligatoire. Et voilà. Et donc on est dans un truc qui roule tout seul. Et c'est un peu un 2-3 soleils, quoi. C'est de temps en temps on ne se retourne pas, on ne voit pas que l'Europe fédérale avance. Donc là il faut absolument qu'on se retourne, qu'on regarde où on en est. Il n'y a plus personne derrière, ils sont tous devant. Voilà, alors, parmi les choses qui donnent aussi espoir, c'est que en France le débat est ultra verrouillé, il est beaucoup plus ouvert ailleurs. C'est souvent comme ça en France avant les révolutions. On est les plus coincés. En 1789, on avait la dernière monarchie absolue d'Europe, et on a fait la plus grande révolution de tous les temps, sans doute pour cette raison. Donc, dans un pays comme l'Allemagne, il n'est pas du tout tabou de discuter des compétences qu'on pourrait retransférer de l'Europe vers l'État-nation. On en discute très bien en Allemagne. Il y a même des gens qui font des listes. Juristes, des hommes politiques. Oui, on pourrait retransférer cette compétence qui est partie à l'Europe. Non, finalement, c'est pas une bonne idée. On devrait la rapatrier au niveau des États-nations. Donc, on peut avoir cette discussion, elle est tout à fait possible, y compris en faisant des listes de compétences, et en tout cas en permanence sous le contrôle du suffrage universel. Donc, c'est important. Et je terminerai en disant que j'ai commencé en vous citant
ce collègue suisse avec qui je discutais hier et qui me trouve en colère, c'est normal que les Français soient plus en colère que les autres. Enfin, les autres sont peut-être aussi en colère, mais c'est normal qu'on soit plus en colère que les autres, parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que notre peuple paye le prix le plus élevé dans la construction européenne. Parce qu'on avait une histoire politique très particulière, en particulier grâce à 1789, avec cette expérience démocratique que les autres peuples ont connue beaucoup plus tardivement, avec une expérience de souveraineté qui a fait le consensus entre la droite et la gauche, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'était traduite très concrètement avec nos services publics, avec cet idéal d'indépendance qui était partagé à la fois par les gaullistes et les communistes, cette voie gaulo-mitterrandienne, etc. Et que tout ça, qui faisait qu'on se sentait bien en France, et que même quand on n'était pas d'accord avec le voisin, il était quand même français, et qu'on construisait quand même quelque chose ensemble, eh bien tout ça c'est en train d'être détruit au nom de, comme disait tout à l'heure Michel, au nom de promesses qui viennent de s'endormir, au nom de promesses qui ne sont jamais tenues. C'est-à-dire qu'on nous demande de sacrifier notre souveraineté nationale, non pas au nom de ce qu'est l'Europe, mais au nom de ce qu'elle pourrait être. C'est extrêmement pervers. Alors, comme les Français, contrairement à ce que croit Macron, sont des gens honnêtes et sympas, ils disent, bon d'accord, on va essayer. Mais en fait, cette Europe qu'on nous annonce, elle ne vient jamais. Et on cède. Et on cède à chaque fois. C'est extrêmement pervers. C'est-à-dire, on nous demande des concessions, et on est quasiment en train de tout brader, non pas au nom de ce qu'est l'Europe, mais de ce qu'elle pourrait être. Et que, évidemment, elle ne devient jamais, puisqu'on nous a finalement caché le véritable but de tout ça, faire une Europe de technocrates au service des marchés. Alors qu'on nous vend l'Europe de la paix, l'Europe du progrès social, etc., qui serait, selon la formule consacrée, un prolongateur de la puissance française. Voilà. Donc c'est de tous ces mythes qu'il faut absolument sortir, et c'est à mon avis tout à fait possible si on a des idées claires, comme on est en train de se les clarifier aujourd'hui tous ensemble.